Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. On n'a pas beaucoup de temps, 5 minutes chrono par actu chacun. Je vous demande d'être donc très incisif. Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Je ne suis pas inquiète, vous avez l'habitude de l'exercice. Et restez avec nous, Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, pour évidemment participer aussi rapidement comme l'éclair que possible. On commence avec le débrief de la keynote Apple, puisqu'hier soir, on a eu cette rencontre annuelle avec Tim Cook qui nous présente ses nouveaux champions dans son univers, qu'il présente comme un univers finalement... Enfin, je veux dire, il se cache pas que c'est un univers fermé. Il dit même que finalement Apple est un peu le seul à proposer un écosystème où tout fonctionne aussi bien ensemble. Ça, c'est un peu un changement de discours. Qu'en avez-vous pensé ? C'est un message qui date depuis un certain temps, quand il dit ce qui est dans un iPhone reste un iPhone. Il avait fait ça aussi. Ça, c'était pour la protection des données, plutôt. Les gens, oui, mais ça va avec. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut garantir ça parce que son écosystème est totalement surveillé. Vous publiez une appli sur Android, vous la publiez. Vous la publiez sur Apple, il vérifie. Ça commence par là. Donc, effectivement, il protège. C'est quand même un Américain sur 2 qui a un iPhone et probablement un propriétaire de smartphone sur 4 dans le monde. Il y a 1 milliard d'iPhone en activité. Donc oui, c'est un écosystème fermé, mais qui marche très bien. Et dans cette famille-là, on est plus protégé tout simplement parce que les règles sont plus strictes que dans un écosystème totalement ouvert. Est-ce que l'aventure continue alors pour Apple, Mikim ? Alors, il mitige l'inflation, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui était très attendu. C'est vrai. On se demandait s'il allait augmenter les prix du fait que les matériaux augmentent. Donc, il mitige l'inflation. Mais surtout, je trouve très intéressant, il reste dans sa trajectoire. Donc, il n'a pas annoncé des choses absolument incroyables. Il a annoncé l'évolution de ses appareils. Et c'est vrai que son écosystème fonctionne bien. Changer de téléphone, ça prend 30 minutes chrono et toutes les données sont transférées. A priori protégées, ça on ne sait pas, il y a beaucoup de données qui sont dans le cloud, on vient d'en parler. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, en fait, finalement, des entreprises qui restent dans leur trajectoire, qui restent ancrées sur leur valeur de marque. Le consommateur s'y perd pas parce qu'en fait, il est perdu, le consommateur. C'est même très rassurant, quand on regarde la keynote, on est dans un monde finalement très apaisé. Tout a l'air de bien se passer. Alors sur les annonces, donc une nouvelle montre connectée, l'Apple Watch série 8. Moi, ce qui m'a frappé en particulier, c'est sa capacité à détecter les accidents. En l'occurrence, si vous êtes au volant d'une voiture et que vous portez cette nouvelle Apple Watch, eh bien, elle va être capable de lancer un appel d'urgence dans les 10 secondes si elle a détecté un accident. En fait, c'est marrant, c'est exactement ce qu'on fait nous chez Artifil. On utilise des données de type accélération, au sens très large, des centrales inertielles, et on met de l'intelligence artificielle dessus, et pas simplement des seuils comme on le faisait avant avec les capteurs sismiques, pour détecter tout un tas de trucs. Donc oui, aujourd'hui, fait l'accident, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Quand on est du métier, c'est pas très compliqué. Et il le fait aussi dans l'iPhone. Il le fait aussi dans l'iPhone, qui est capable de détecter des chutes aussi pour les sportifs ou les cyclistes qui sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire quand même que c'est aussi quelque chose de plus en plus intimement lié à notre vie, dont on va avoir de plus en plus de mal à se passer peut-être, non ? C'est très stratégique parce qu'il attaque la santé. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur la santé avec les monitorings, des pas, de tout ce qu'on fait. Et il attaque là, c'est la survie. Toutes les catégories. Alors, il y a la survie, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la femme qui porte sa montre et elle sait si elle va ovuler dans la nuit ou pas. Absolument. Donc, on rentre vraiment dans la vie privée des gens. Il faut bien s'assurer qu'elle restera bien privée, cette vie. L'objectif, c'est d'aider les femmes à avoir des enfants. Oui. L'Apple Watch, qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Noël Moi, je trouve que... d'abord, je pense que l'Apple Watch... Apple, grâce à son environnement, son écosystème, sort des applications qui donnent la voie de l'innovation à beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir... après, c'est pas les meilleurs produits en termes de logiciels. Après, comme vous l'avez dit, souvent, il y a plus pointu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'automobile, aujourd'hui, on innove grâce au numérique. Donc le numérique est une innovation pour permettre de sauver la vie des gens. Maintenant, je pense que le numérique est une innovation qui va faire permettre beaucoup d'économies d'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, il y a 3 ans, on hurlait parce que l'iPhone allait dépasser 1 000 €. Cette année, il n'y a plus d'iPhone en dessous de 1 000 €. Donc, ça mitige l'inflation, mais quand même, ça monte, ils arrêtent le mini. Et en fait, ils le font parce que les petits ne marchent pas, très clairement. 2, aux US, il n'y a plus de carte SIM.
Donc, Apple est en train, il continue ce qu'on appelle la disruption des opérateurs télécoms. L'opérateur télécom, son seul truc concret, c'est le bout de plastique qui s'appelle carte SIM. Maintenant, elle est virtualisée dans les téléphones. Enfin, elle est intégrée, donc elle est physique, mais elle est intégrée directement au moment de la fabrication dans le téléphone. Et ensuite, les opérateurs peuvent les activer à distance. Absolument. Et en fait, donc du coup, ça devient un élément. C'est pas forcément une carte SIM d'ailleurs. C'est un élément secure element qui est dans l'électronique. Et donc, du coup, le propriétaire d'Apple, de téléphone, Apple en l'occurrence, peut aller faire les contrats qu'il veut avec les opérateurs qu'il veut. Donc, on sort d'une notion B2C, on devient en B2B2C quand je suis opérateur. C'est-à-dire, je parle à Apple, je parle plus au client. Très compliqué. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est Apple, il est très soft dans son design, très discret, tout est dans la technologie. Et il vient de découvrir avec les montres qu'à un moment, ça ne suffit pas. Et sa montre Rug, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ultra, pour les athlètes. Le design est complètement changé et on se rapproche de ce qui se passe là, dans la on a vraiment des montres pour les femmes, la famille, les enfants et les sportifs et les athlètes professionnels. On a vraiment toute la gamme aujourd'hui et c'était quand même un très beau show. On enchaîne avec la prochaine news. Notre deuxième sujet de débrief, c'est la CNIL qui enquête sur Twitter. Alors, est-ce que là, on a l'avenir qui s'assombrit, je dirais presque gravement, sur ce réseau social ? C'est mieux qu'un feuilleton, Twitter. Enfin, je veux dire, c'est la série de l'été. On en a parlé, reparlé. Ce qui est très frappant, c'est qu'ils disent si on trouve quelque chose, on trouve quelque chose, puis si on trouve rien, on ne trouvera rien. Moi, ça me choque. Ouais, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, commenter cette news, oui, il y a des gens qui disent qu'il y a une ingérence d'États étrangers. Attendons de voir si c'est vérifié. Enfin, là, on est dans la rumeur de la rumeur. Ouais. Le seul truc que je trouve peu perturbant... parce que quand même, là on a des accusations de fraude, hein. Oui. D'accord, qui sont présentées par l'ancien directeur de la sécurité informatique du réseau social, Zatko, qui dénonce la manière dont les données personnelles sont gérées. Il parle de lacunes flagrantes en matière de cybersécurité. Oui. Si vous avez des informations, vous le dites. Vous allez acheter des données sur Internet, sur le dark web, vous verrez, les données, elles viennent de tous les grands réseaux sociaux. Donc, ce sont des milliards. Je veux dire, pas plus Twitter peut-être que les autres, malheureusement. Pas plus Twitter que les autres. Mais peut-être que Twitter n'est que... un point d'une nombreuse liste. Il y a quand même Instagram vient de prendre, alors c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, 405 millions d'euros d'amende. La problématique de la gestion des données par les réseaux sociaux et par un certain nombre d'opérateurs de données américains et probablement d'autres pays demain va de toute façon être pointée du doigt. La moitié des serveurs seraient obsolètes. Près de 7000 employés de la firme auraient accès à des données très sensibles. L'entreprise aurait également menti sur la gestion de suppression des comptes. Plutôt que de les supprimer, ils seraient juste désactivés. Enfin, tout ça, ça fait quand même beaucoup, à ce point que notre CNIL française a décidé de s'intéresser au dossier et d'enquêter sur ce sujet. Et si c'est avéré, il y aura des conséquences pour Twitter. En plus du procès, quand même, en octobre, avec Elon Musk, qui donc s'est rétracté dans son offre de rachat. Donc ma question, c'est l'avenir de Twitter, c'est quoi ? C'est quelle couleur ? Noir, gris Moi, je pense que c'est la face visible de l'iceberg. Je suis assez d'accord avec Jean-Noël. À partir du moment où on va l'attraper, si on rentre dans le dark web, il y a toutes les données de tous les opérateurs. Mais vous ne pensez pas que ça puisse mettre en danger la survie de Twitter ? Possiblement, on n'en est pas là. Mais demain, il y aura autre chose qui va se créer. Oui. En fait, ce qui risque de se passer, c'est la mise en danger du concept de réseaux sociaux, dont le métier est d'utiliser des données privées. Ouais. Donc à un moment, ça craque un peu de partout depuis déjà quelques années. Ça ne va pas s'arrêter de craquer. Donc voilà. Et Dorsel pense déjà à la suite. Il est passé dans le Web 3. Donc voilà, on sent bien que c'est un peu la fin d'une époque. Ça va prendre un certain temps. Mais j'ai l'impression que c'est la fin d'une époque. J'ai juste un petit clin d'œil. Est-ce qu'on imagine qu'on puisse faire ça à TikTok ? Voilà, c'est une bonne Pourquoi question. pas ? Pourquoi pas ? On a bien imposé à TikTok un hébergement chez un Américain. Oui, mais ça, c'était pour les données américaines. Aux États-Unis. Donc on peut imposer des choses, on peut les surveiller. Et en Europe, je sais pas, je doute qu'on aille jusque-là, parce que c'était Trump, ça s'est passé sous Trump, avec une certaine forme d'autocratie, enfin en tous les cas de punch politique au minimum. Et puis ensuite, je ne sais pas si c'est la fin d'une époque, mais à mon avis, c'est la fin de l'époque où on prend les données de tout le monde, on les revend, on fait n'importe quoi avant. Voilà. Et moi, je me souviens d'une rencontre avec le spécialiste des données et des réseaux sociaux du Gartner,
à Barcelone il y a quelques années, il y a 3-4 ans, juste avant le Covid. Et il expliquait que de toute façon, tout cela allait simplement conduire les États-Unis à créer sa propre adaptation du règlement général sur la protection des données pour changer l'Internet. Parce que de toute façon, les réseaux sociaux américains sont les leaders. Et ce qui est intéressant, c'est quand Apple d'un mot, dit, alors. quand Apple dit moi je retire les cookies, etc. pour gérer moi-même, il est en train de grimper très très fort. Et encore cette année, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en pub contre 100 pour Google et 100 pour Facebook et 200 pour Google. Néanmoins, c'est en croissance extrêmement forte au détriment de qui? De Facebook et Google. Bon, Autrement alors, dit, c'est le choix technologique de meilleur. c'est le sujet d'après. C'est ça. C'est le sujet d'après. D'accord. Taxer les GAFA pour financer l'audiovisuel public, c'est un peu l'idée de dire il y a une manne aujourd'hui sur Internet, c'est les revenus publicitaires, estimés à 8 ou 9 milliards d'euros. Peut-être qu'on pourrait se servir dans la caisse pour financer cet audiovisuel public français. Il faudrait déjà qu'ils commencent par payer leurs propres taxes sur les sociétés. Étape 1. Étape 1. Bon, étape 2. Ça, ce projet de loi, il existe. Oui, c'est long. Ah oui, la mise en application. Ouais. Donc, étape 2, on parle de 2025 pour financer l'audiovisuel. En attendant, il n'y a plus de redevance. Qu'est-ce qu'on fait de maintenant à 2025 je m'interroge. Et ça vous semble justifié comme... Alors, ça ne me semble pas tant justifié que ça, finalement. Qu'on impose une taxe, qui est la TVA, il y a débat sur la TVA et l'application de la TVA et l'usage de la TVA, puisque la TVA doit correspondre à un objet social et donc cette taxe doit être réutilisée dans ce domaine-là. Donc, je ne suis pas sûre... Donc, utiliser une part de la TVA pour financer l'audiovisuel public, oui. En revanche, taxer la pub sur Internet pour ça... Moi, je trouve ça très perturbant. Ah oui. Si les GAFAM ont grandi, si le budget publicitaire vont des télévisions vers les GAFAM, c'est pour une raison bien précise, c'est que le monde change. Maintenant, les usages vont vers le web. Okay, donc il y a moins de gens qui regardent la télé. À moyen d'âge de télé, je n'ose pas faire peur à tout le monde, mais ça devient de plus en plus âgé. Bien. Donc, dire que le gouvernement dise « je taxe le progrès pour financer ce qui est en retard, la préhistoire », je trouve ça très perturbant. Pardon d'être un peu cash, je trouve ça très perturbant. On ferait mieux. Une ânerie, vous dites. Mais oui. Une ânerie. S'il faut aider le cinéma ou l'exception culturelle française, faut le faire. Faut le mettre dans le projet de loi de finances. Par contre, et je suis entièrement d'accord avec vous. À un moment, il faut arrêter. On ferait mieux de financer l'innovation de la télé pour qu'elle rattrape le coût de l'Internet. Ce chemin vers le numérique, l'audiovisuel public français le fait également, quand même. Non, mais on ne peut pas taxer l'innovation, on ne peut pas taxer l'Internet de quelque chose qui détruit le reste. On parle toujours de la destruction créatrice et à chaque fois, on va taxer l'Internet, on va taxer l'innovation parce que ça détruit des emplois, parce que ça fait ci, parce que maintenant, ça détruit le cinéma. Et si c'est pour flécher les investissements vers des trucs qui sont obsolètes, pardon, c'est quand même mes impôts aussi, je préfère qu'on finance l'avenir. Allez, 4e actu. La 4e actu, c'est ces IA qui commencent à décider finalement de qui ou non sera licencié dans une entreprise. Alors, est-ce que vous trouvez ça incroyable ou vous dites non, c'est pas très étonnant Moi, je trouve que c'est pousser l'intelligence artificielle dans une catégorie, on va dire, qu'elle n'est pas. Parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a qui? Il y a un humain. Qui crée les algorithmes? Qui va dire quel type de personne doit être licenciée? Donc, il ne faut juste pas se dire que l'intelligence artificielle vient du ciel, alléluia, et puis je suis désolée, regarde, c'est random, c'est tombé sur toi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Mais qui a programmé cette intelligence artificielle? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un déresponsabilisation neutre et objectif. C'est ça que. Oui. Et puis être licencié, c'est jamais très agréable. Avoir une discussion humaine avec quelqu'un, et là, je trouve que la loi française est quand même bien faite avec l'entretien préalable au licenciement. C'est une période qui est extrêmement difficile. C'est le job des ressources humaines. C'est le job d'accompagner et de dire peut-être que c'est plus pour toi, peut-être que tu vas redémarrer quelque chose. L'accompagnement humain est fondamental. Donc se dire c'est pas moi, c'est l'IA, c'est se cacher derrière son petit doigt.
Et c'est massacrer tout le potentiel de ce que peut faire l'IA, puisque du coup, l'IA est montrée du doigt, accusée, l'Internet, les évolutions. Enfin, on revient sur la discussion d'avant. Je trouve ça dramatique, honnêtement. Si j'étais DRH, Donc c'est arrivé, là, la dernière affaire, ça concerne Meta, hein, en fait. Plutôt une équipe de sous-traitants. Voilà, il fallait réduire les coûts. Alors pour choisir qui resterait ou qui ne continuerait pas l'aventure, mais Accenture, on a fait tourner un algorithme. Oui, mais Accenture qui a mis en place l'outil, pareil. Mais c'est Amazon qui a démarré avec ses livreurs. Absolument, ouais. En 2021, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que ce soit pas du ressort de l'IA. Je m'explique. Sur un plan purement technique, on a face à un problème complexe, et l'humain, c'est le plus complexe de tous les problèmes, et on a quelque part des paramètres plus ou moins objectifs. Alors pour un livreur, c'est très facile. Pour les équipes d'Accenture qui sont sur ce qu'ils faisaient, la médiation, etc., je ne sais pas, mais ils ont forcément des critères objectifs. Maintenant, ils prennent une grande population, ils regardent comment les gens performent sur chacun de ces critères, et l'IA, plus facilement que n'importe quel humain, va dire celui-là performe moins bien. Voilà, c'est juste, donc sur un plan purement technique, c'est un beau problème. Mais ça veut dire que c'est jugé aussi uniquement sur la performance et sur des critères figés, finalement. Mais bien sûr. La performance, et techniquement, ça implique la traçabilité et l'analyse des données personnelles. Voilà, je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est le début des problématiques de traçabilité avec l'IA. Vous allez voir que, de toute façon, ce genre d'histoire va se multiplier dans tous les domaines. Oui. Parce qu'on dit qu'en France, on est à l'abri pour l'instant, parce qu'on a une loi très protectrice et tout ça. Il y a déjà aujourd'hui des outils qui utilisent pour mesurer l'efficacité des uns et des autres au travail. C'était une expérimentation avec Google pour regarder les piscines dans un certain nombre, 9 ou 10 départements. Absolument. Et regarder... c'est pour lutter contre la fraude fiscale. Là aussi, c'est l'IA, l'utilisation des données. Les données, on va les chercher où ? On va les chercher avec Google, avec Facebook, avec les uns et les autres. Je vais vous dire un truc. 1, on n'est pas prêt à faire ça. 2, il faut héberger les données chez nous. Troisièmement, on a des règles dans la vie réelle. L'IA ne réinvente pas les règles. Et dernièrement, remplacer l'humain partout. Je rappelle qu'on a quand même 57% de PIB qui est dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, si on enlève toutes les fonctions de contrôle, si on commence à utiliser l'IA pour remplacer tout, on va garder 57% de... Donc ça remet aussi en cause tout notre modèle de société. Alors là, on pourrait vous répondre, si ça peut faire des économies. Et puis de toute façon, depuis tout le temps, la destruction créatrice, les gens font depuis tout le temps autre chose. Et heureusement, les tracteurs ont viré les enfants des champs aux US. Voilà, ça transforme les métiers. Après, l'IA, c'est de toute façon, effectivement, comme vous le dites, c'est conçu par l'humain, mais en fait, c'est dans son application que l'IA, elle fait des erreurs. On parle de ressources humaines ici. Donc, ressources humaines, il y a humaine dans ressources humaines. Donc, on est un outil qui nous aide finalement à mesurer des critères de performance, etc. Ça ne peut pas remplacer l'humain. On ne peut pas dire vous êtes fait virer parce que l'IA vous a choisi. Dans le cas des piscines, il y avait Alléluia. Dans le cas des piscines, vérification humaine, 8% d'erreurs. Voilà. Ce que fait l'IA, c'est assez mathématique. Cependant, les critères finaux de choix ne sont pas toujours explicites. Des fois, on a un truc qui marche bien, mais on a entraîné des modèles et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc, on ne sait pas dire à quelqu'un pourquoi ça ne va pas. Parce que le programme ne le sort pas. Donc, il y a tout un c'est violent pour la personne qui prend le sujet. C'est juste inadmissible. T'es viré, on ne peut pas dire pourquoi, parce que c'est l'ordinateur qui a choisi. La piscine, c'est assez facile, on peut vérifier ça. Alors, si vous avez envie de parler de l'actu qui vous a fait réagir cette semaine, il va falloir qu'on passe tout de suite à l'actu, c'est ça aussi. Oui. Alors, l'actu, c'est quoi ? L'actu, c'est ça aussi. Moi, j'ai repéré cette fuite... non, je ne l'ai pas repéré. D'ailleurs, j'ai repéré l'info sur la fuite de données chez Orange Cyberdéfense qui, elle, a été détectée par Zataz.com avec l'excellent Damien Bancal qui va venir d'ailleurs nous en parler dans Smartech. Mais là, on est face à la diffusion de plus de 1500 clients d'Orange Cyberdéfense, c'est-à-dire des mairies, là aussi, des hôpitaux, mais aussi des médias. Et visiblement, le pirate met des accès serveurs en vente, tout ça dans le Darknet. Ça, c'est quand même très mauvaise image pour Orange Cyberdéfense. Ça doit être la 3e ou la 4e attaque connue de cette nature. Bon, là, il y a beaucoup de détails dans les données qui sont proposées. Vous savez, les cyberattaques, elles vont de toute façon faire partie de la vie courante,
comme les problématiques au quotidien. Donc là, personne n'est à l'abri, c'est ça que vous nous dites. Personne n'est à l'abri. Il ne faut surtout pas se glorifier ça. Il faut rester très humble quand on est un professionnel de numérique et de la cyber. En tout cas, Je pense que les professionnels du numérique doivent systématiquement embarquer de la cyber dans tout ce qu'ils font aujourd'hui. Juste une petite règle. Oui, très vite, sur un parce budget que là, informatique, 10% de votre budget informatique va dans la cyber au minimum. 10% minimum, on en est loin dans certaines institutions. Miki, votre actu de la semaine. L'actu de la semaine. Fin juillet, Google annonce que finalement, badaboum, ils ne supprimeront pas les cookies tiers. Ouais. Ils le reportent au deuxième semestre 2024, tout doucement, c'est-à-dire 2025. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pas une bonne nouvelle. Alors, ils n'ont pas eu la question. Ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Ils n'ont pas eu le choix. Pourquoi? Ils sont attaqués par la concurrence, pas que la concurrence française, la concurrence anglaise qui a tapé assez fort. Ils sont attaqués sur la problématique antitrust, et puis ils sont attaqués surtout parce que ils vont proposer des solutions qui finalement vont leur servir. La conséquence, c'est qu'on avait un marché publicitaire qui commençait à se préparer et qui peut peut-être mettre un coup d'arrêt. Or, justement, avec ce qu'on a dit sur Apple, ça reboucle. Les cookies ne sont plus suivis sur Apple, sur Firefox, et donc il faut absolument aller dans le bon sens et protéger les données personnelles. Les cookies tiers traquent tout. Il faut aller donc, sur la protection des données. Il faut basculer. Alain, votre actu de la semaine. Encore plus vite, s'il vous plaît. La semaine dernière, un nouveau règlement est tombé en Chine. Si vous voulez déployer des voitures autonomes en Chine, il faut demander une licence. 20 constructeurs ont obtenu cette licence, tous chinois. Il s'agit de savoir que deviennent les données de territoire, la cartographie d'un territoire. Eh bien, j'appelle ça du protectionnisme économique, dire il n'y aura que les voitures chinoises qui pourront être autonomes en Chine. On a bien compris, protectionnisme économique. Merci beaucoup, Alain Staron d'Artifil. Désolé, on n'a vraiment plus de temps. Miki Mchikli de Weborama et Jean-Noël de Guelzin d'Exatrust. Merci pour vos commentaires. Juste après la pause, on se retrouve pour l'interview Week-end.